Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain, diagonaliste chevronné, qui va avant tout nous partager le mode d'emploi d'une diagonale. Comment on fait pour participer à une diagonale? Bonjour Alain, dans un premier temps, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Alain Chaubert, j'habite dans le Grand Est, j'ai 65 ans et à mon actif, j'ai 37 diagonales homologuées. J'en fais depuis 1900, la première je l'ai faite en 1982. Donc j'ai connu un peu différentes évolutions des diagonales et je peux rendre un petit peu compte du pourquoi et du comment de certaines particularités hein, qui peuvent paraître bizarres au niveau des diagonales, de l'inscription à une diagonale, des contraintes et du règlement. Je précise que dans ta singularité, tu as fait une diagonale qui est Menton-Dunkerque sans passer par la France. C'est bien ça? Oui, effectivement, en 2005, j'ai fait cette diagonale parce que j'avais remarqué qu'elle était physiquement possible. Ça consistait à faire à peu près 350 kilomètres par jour. Comme j'aime beaucoup aussi les pays étrangers, les pays européens étrangers, je me suis dit que c'était un bon moyen de faire quelque chose d'un peu particulier et qui était dans mes cordes physiques quoi, à l'époque. Je suis parti de Menton, je suis resté en Italie, en Suisse, puis j'ai traversé l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique pour arriver à la frontière française au niveau de Dunkerque. Ce qui te faisait combien de kilomètres en plus par rapport au tracé classique? Ça me faisait 1500 kilomètres en tout, donc 310 kilomètres, 300 kilomètres à peu près en plus, quoi. Avec bien évidemment le même temps entre le début et la fin. Ah, ben, le délai est celui de la diagonale, évidemment. Et Ça, c'est dans les diagonales, quand on fait quelque chose d'un peu particulier, sont très nombreux les diagonalistes qui ont des envies, des idées un peu particulières, soit au niveau du relief, soit au niveau de l'itinéraire, souvent. Eh bien, on est encore plus obligé de réussir parce que un échec ou même un retard de 10 minutes, on va vous dire évidemment si tu l'as cherché, hein, donc on va pas t'homologuer. Et ça, j'aurais d'ailleurs pas aimé être homologué si j'avais eu un retard de 5 minutes. Donc je l'ai pas eu, heureusement. ça nous fait Voilà. un lien direct vers le mode d'emploi d'une diagonale, le respect du délai, le commissariat, toutes ces choses qu'on va voir ensemble. Quelle est la première étape? Alors, pour moi, la première étape, c'est de choisir sa diagonale, puis de l'imaginer déjà. C'est de l'imaginer sur le terrain, alors pas forcément avec des cartes, mais de l'imaginer déjà au niveau du découpage, c'est-à-dire à quelle heure vais-je partir. Est-ce que c'est une bonne idée de partir à 5 heures du matin pour terminer le dernier jour à 9 heures du matin? Cette dernière nuit risque peut-être d'être un peu pénible. Donc peut-être réfléchir à quand on part, comment on découpe ces étapes, quel hébergement on envisage. Bon, ça dépend aussi si on est à plusieurs ou pas. Donc est-ce qu'il faut faire des réservations? Moi, je conseillerais personnellement, j'aime bien faire des réservations d'hôtel quand je vais à l'hôtel. Ça augmente énormément la sérénité. Et une autre raison aussi, c'est que chaque journée est une étape en soi. Même si on a quelques ennuis pendant le retard un petit peu dû à diverses raisons dans une journée, on peut se fixer d'arriver le soir à l'étape et toutes les pendules sont remises à zéro, même si la nuit est éventuellement écourtée. Donc ça, c'est le genre de choses. Il faut essayer, à mon avis, de penser sa diagonale en voyant comment elle peut faire plaisir à la personne qu'on est, c'est-à-dire personnellement, et comment elle peut se faire le plus sereinement possible, c'est-à-dire éviter de, de se mettre de la pression. L'imaginer en amont, et ceci se fait, à mon avis, grâce à la feuille de route. La trace qu'on peut faire ensuite, ou et ou d'ailleurs la lecture sur la carte, c'est quelque chose, c'est le détail qu'on fait tout à la fin. La feuille de route permet déjà de placer les endroits par lesquels on veut passer. Et ça, on le fait en général
en regardant une carte ou en traçant un itinéraire fictif sur un navigateur, enfin sur un logiciel quelconque, et après il faut l'affiner en fonction des étapes qu'on veut faire, quoi. Donc, mais l'idée, c'est que cette diagonale elle soit déjà pédalée dans l'esprit avant. Alors, pour la pédaler dans l'esprit avant, je dois savoir combien de temps j'ai. Les temps pour une diagonale, vais les trouver où? Alors, les temps, ce sont ce qu'on appelle les délais. Donc, il y a 9 diagonales qu'on peut faire dans les deux sens. Donc, chaque diagonale les deux sens ont évidemment le même délai. Ces délais sont consultables dans le règlement des diagonales, qui est lui-même visible sur le site de la FFCT de la FF Vélo au moment de l'inscription. Il y a un lien qui permet de trouver ces délais. Alors, pour la petite histoire, les délais ont pas mal évolué. Tout au début, ils étaient calculés à 12 km heure, donc sur des distances qui étaient assez proches de celles qui sont les distances actuelles. Et maintenant, elles sont calculées sur le modèle suivant, 17,5 km heure, ce qui fait 280 km en 16 heures et 8 heures de repos. L'idée, c'est que le diagonaliste ait 8 heures de repos dans sa journée. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Évidemment, ça comprend la nuit, les repas et les petits arrêts qu'il peut y avoir de ci, de là, quoi. Les 12 km heure, c'était sans compter les repos alors. Voilà, C'était c'était sans compter les repos. Alors, ça revient à peu près au même, hein. Ça donne du même ordre de grandeur, mais il y a quand même des différences de 2 heures sur cette diagonale, quoi. Est-ce qu'on peut en prendre une diagonale et donner le délai d'une diagonale? Eh bien, par exemple, je prendrais enfin Strasbourg-Perpignan, donc 840 km, 940 km, pardon, et le délai c'est 78 heures. Donc Donc, 72 heures, 3 jours et... 72 heures, 3 jours, plus 6 heures. Ok, 3 jours et 6 heures. Ça donne Donc une idée à peu près. voilà, donc par exemple, beaucoup de cyclistes ont l'habitude pour les grandes randonnées de partir tôt le matin. Donc si on part, admettons, à 5 heures du matin, ça veut dire que le délai de l'arrivée est à 11 heures du matin. D'où la tentation de se dire, ben, je vais essayer de le faire en 3 jours et d'arriver la veille. Et en arrivant la veille, on se prive de 12 heures de temps, de délai, et on se met une pression supplémentaire totalement inutile, quoi, à mon avis. Donc pour quelqu'un qui réfléchit à une diagonale qui soit sereine, je pense qu'il vaut mieux réfléchir, par exemple, à un départ un peu différé, partir à 10 heures du matin ou partir voir après le repas de midi, des choses comme ça, et faire des demi-étapes. Une demi-étape à le départ, une demi-étape à l'arrivée, quoi. Alors évidemment, ça fait une nuit à l'hôtel de plus, éventuellement, donc ça peut aussi compter au niveau budget. Donc tout ça, il faut y réfléchir. Il ne faut pas trop partir la fleur au guidon, quoi, hein. La préparation est essentielle, tu veux dire. La préparation est totalement essentielle. Je pense. Il faut vraiment essayer de rendre la diagonale la plus sereine possible et la plus plaisante possible dans l'anticipation, en tout cas. Et elle le sera aussi à ce moment-là dans le déroulement. Je suis prêt à m'inscrire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, ça dépend si je suis déjà licencié à la FFCT, puisque les Diagonales de France font partie intégrante des brevets de la FFCT. Donc, il est nécessaire d'être licencié FFCT. Donc, ce qui peut se faire à un prix très modique. Ça permet donc également de participer à d'autres brevets, donc avec la même licence. Donc, ce numéro de licence FFCT sera demandé à l'inscription. Donc, on va sur le site FF Vélo, on tape sur le moteur de recherche, par exemple, FF Vélo, diagonale inscription, quelque chose comme ça, et on tombe directement dessus. Et on tombe donc sur un site où on propose donc une lecture du règlement des diagonales, donc qui permet de voir exactement ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est autorisé, plutôt ce qui est permis. Donc, par exemple, pas de voiture accompagnatrice ni suiveuse. Ça, il faut être en autonomie. Alors, l'autonomie, ça veut dire qu'on est en autonomie on porte ses propres affaires. On peut aussi évidemment envoyer des affaires à son hôtel, hein, ça c'est aussi permis. Tout ça, c'est une gestion comme néanmoins autonome.
Voilà, donc on voit également les délais dans ce règlement, on voit l'âge minimum qui est 18 ans, etc. D'autres détails, le nombre d'équipiers maximum qui est 6, donc on peut faire une diagonale seule à 2 jusqu'à 6 personnes. Le mode d'inscription d'ailleurs n'est pas le même si c'est une équipe ou un individuel. Mais c'est quand même similaire. Dans une équipe, il y a un capitaine, quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion administrative et qui est déclaré comme tel. Donc une fois qu'on est tombé sur ce site de la FFCT, de l'inscription, on vous demande le numéro FFCT et la date de naissance. Faut renseigner les deux parce que si on est licencié, c'est donc automatiquement un certain nombre de champs vont se remplir d'eux-mêmes, le nom, le prénom, le club, etc. Vous renseignez à ce moment-là l'email, le numéro de portable, l'adresse postale, la diagonale choisie. Je reviens sur le numéro de portable parce que le numéro de portable peut servir, par exemple, à ce que vous soyez éventuellement contacté pendant le trajet par des personnes, des diagonalistes, qui font partie de ce qu'on appelle l'amicale des diagonalistes. Et ces personnes se proposent de vous rencontrer pour vous encourager simplement, ponctuellement à un endroit, euh, vous payez un coup à boire ou partager un moment avec vous, rouler quelques kilomètres avec vous, si vous l'y autorisez, prendre quelques photos qui ensuite pourront enrichir votre compte rendu, etc. Et c'est ce qu'on appelle les saristes. Donc, à un certain moment, on vous demande si vous acceptez de participer à une rencontre sariste, sans vous avoir expliqué vraiment ce que c'est, donc je viens de le faire. C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez que certaines personnes puissent être sur le trajet pour vous rencontrer simplement. Et souvent, ces rencontres donnent lieu ensuite à des amitiés, enfin, parfois très solides et très durables. Ce numéro de téléphone donc va permettre éventuellement, pardon, le numéro de téléphone que vous donnez ne permettra pas aux saristes de vous rencontrer. Donc sur la feuille de route, si vous souhaitez, même si vous avez choisi d'être accompagné, d'être rencontré par un sariste, je vous encourage à mettre sur la feuille de route votre numéro de portable pour qu'il puisse éventuellement vous contacter, par exemple la veille, vous demander comment ça va et vous dire est-ce que tu es en retard, tu es en avance, est-ce que ça va, est-ce que tu seras bon, ben, je compte venir à tel endroit à ta rencontre. Donc, c'est déjà ça. Souvent, il y a des diagonalistes qui le disent. Le fait de savoir qu'un sariste les attend quelque part pour la dernière étape, par exemple, ou même une étape précédente, ça encourage, ça donne du courage pour arriver au bout et pour continuer parce qu'on sait que quelqu'un vous attend, quoi. Hein, que ça, c'est déjà, ça peut être quelque chose de déterminant dans certains cas. Pardon, cette feuille de route, comment je fais? Je me base sur quoi? Je la trouve où? Alors, cette feuille de route, elle est également disponible à l'endroit où on peut voir sur le site de l'inscription, à la première page. On a un lien vers la feuille de route et un mode d'emploi pour la remplir. Alors, le mode d'emploi, il est un peu abscon pour ceux qui ne connaissent pas du tout les traitements de texte, mais pour ceux qui ont déjà utilisé Excel ou leurs homologues libres, le mode d'emploi permet rapidement de voir quels sont les champs qui sont utilisés, ce qu'on peut faire et comment la remplir. Donc, c'est une feuille qui se remplit dans un certain nombre de champs, les kilométrages, les heures, etc., se remplissent automatiquement au fur et à mesure qu'on rentre simplement le kilométrage d'une étape intermédiaire. En Donc, fonction d'une vitesse. c'est une grande aide, mais qui n'est pas du tout indispensable si on veut s'inscrire, si on veut faire une feuille de route, c'est-à-dire un roadbook, hein, Hmm. simplement à la main, on peut le faire aussi, bien sûr, sur une feuille de papier. Condition de suivre, de respecter les quelques points du règlement, quoi, hein. Je dois payer quand je m'inscris? Alors, il faut payer 8 euros. C'est une somme qui n'a pas changé depuis, à ma connaissance, 30-40 ans, hein. C'est même la traduction d'un prix en francs arrondi à l'euro supérieur. Et c'est dérisoire, évidemment. 8 euros par personne et par diagonale, c'est dérisoire. Ça couvre à peine le prix de l'envoi des documents qui sont nécessaires ensuite pour le départ. J'ai toute liberté sur la feuille de route de créer mon itinéraire entre les deux, l'arrivée et le départ. Alors, toute liberté complète. On peut, comme je l'ai fait, comme tu l'as rappelé au début de l'entretien, je l'ai fait sur Menton Dunkerque, de faire l'itinéraire qu'on veut, de le rallonger, le raccourcir, c'est parfois difficile parce que c'est déjà calculé au plus juste, de le rallonger, de passer par
un col qui n'était pas forcément indispensable, etc. Tout est possible. La seule condition à respecter, c'est de prévoir des lieux où on va valider son passage par ce qu'on appelle un contrôle, mais on n'est pas contrôlé, on se contrôle soi-même en fait, hein, par ce biais, au maximum tous les 120 km. Donc ça, ce qui est bien, c'est de le faire coïncider avec un arrêt qui était de toute façon plus ou moins prévu sur la feuille de route, c'est-à-dire un arrêt repas, un arrêt hébergement, voire certains prévoient les arrêts pour boire un coup, etc. Hein. Moi, je conseille de prévoir ces arrêts, même fictivement, c'est-à-dire on les met, on met un arrêt. Moi, par exemple, quand je fais une feuille de route, je prévois un arrêt d'une demi-heure à peu près par centaine de kilomètres, quoi, que je mets en tranches de 10 minutes, 20 minutes, etc. D'abord parce que ça permet de tenir compte d'éventuels aléas qui font prendre du retard. Et puis, ça permet d'être au plus juste de ce qui se passe en réalité. Voilà, donc les petits arrêts. Alors les arrêts, quand ça va bien, on prévoit un arrêt repas à un endroit entre midi et 1 heure, par exemple. Ben, quand ça va bien, on passe à cet endroit à 11 heures et l'arrêt, on le fait plus tard, mais on le fera quand même, quoi. Donc, faut essayer d'anticiper ce qu'on va réellement faire. Peut-être de façon un peu pessimiste, pour ne jamais être stressé par le fait qu'on est en retard sur sa feuille de route. Être en retard sur la feuille de route quand on a la feuille de route à 10 heures d'avance, ça veut rien dire, quoi. Donc, il faut essayer de, de, de faire en sorte que la feuille de route corresponde aux conditions les plus pessimistes, sans être. Moi, par exemple, personnellement, j'arrive presque systématiquement 1 heure plus tôt que ma feuille de route. Mais pas parce que j'ai roulé vite, parce que j'ai simplement fait une feuille de route qui était raisonnable, quoi. C'est plus important pour le moral d'avoir une feuille de route Ah, pessimiste que c'est d'avance. primordial, c'est primordial pour le moral, à mon avis, hein. C'est vraiment de ne pas se mettre la pression. Il y a aussi des diagonalistes parfois qui se mettent un peu la pression en prévoyant un train de retour alors que le délai n'est pas achevé, Mhm, ce qui est mhm. un peu dommage parce que si on se dépêche trop, on risque de souffrir, d'y arriver peut-être, mais de souffrir. Et ça, je vois pas pourquoi on devrait souffrir sur une diagonale. Personnellement, je ne dis pas que j'ai pas souffert, mais il faut pas vouloir se faire souffrir sur une diagonale. Il n'y a pas de souffrance nécessaire. Pour donner un exemple sur ta feuille de route, tu pars sur quelle vitesse moyenne? Donc moi, j'ai une vitesse moyenne de 20 km heure. Et puis, je prévois donc mes 2 heures et demie de repos dans la journée. Quand je frise plutôt les 300 km, ça commence à faire un peu long. Alors, je prévois une vitesse de 21 km heure par endroit. Je triche un peu sur la vitesse. Je module un peu sur la vitesse. Je module un petit peu sur le temps d'arrêt. Voilà, me disant que ça devrait à peu près passer. J'essaie quand même d'être toujours arrivé. Enfin, je prévois en gros pour une étape de 300, un peu moins de 300 km, 16-17 heures D'accord, de route, enfin de de route route, mais j'en fais constante. en général un peu moins. J'essaye aussi de bien gérer mon temps d'arrêt. Quand on s'arrête, il faut toujours qu'il y ait une petite horloge qui fonctionne dans la tête et qui dit, t'affale pas dans ta chaise à boire ton diabolomante, il y a encore de la route, etc. Bois-le, mais prends ton temps, mais ne perds pas de temps, quoi. Voilà. Je vais m'inscrire combien de temps avant le départ de ma diagonale? Alors, on peut s'inscrire, si on est vraiment à la bourre et qu'on vient de prendre la décision d'alignement, on peut s'inscrire la semaine précédente si, selon les personnes qui vont s'occuper de vous, les délégués fédéraux, sont peut-être pas toujours, sont pas contents déjà, parce que ça va leur mettre un peu la pression. Ils seront pas forcément chez eux. Ils vont recevoir votre inscription, mais ils vont pas forcément être chez eux pour vous envoyer le carnet de route. Donc, moi, je dirais un mois avant, c'est bien. En plus, ça permet vraiment de préparer aussi sa diagonale, éventuellement ses déplacements avant et après, et puis que tout soit bien ficelé, faire correctement sa trace, etc., prendre son temps. Bon, maintenant, si on le fait 15 jours avant, ça peut passer aussi, mais là, il faudrait demander aux délégués, ils sont pas forcément contents. Je m'y suis pris en temps et en heure. Je suis prêt à partir demain pour ma diagonale. C'est quoi le première étape? Je vais au commissariat. Pourquoi aller au commissariat? Historiquement, les diagonales étaient contrôlées, mais réellement contrôlées, éventuellement par des contrôles secrets, comme ça se fait par exemple sur Paris-Brest. Et les contrôleurs étaient des diagonalistes ou d'anciens diagonalistes qui habitaient à proximité des itinéraires.
Et il y avait souvent des comptes rendus qui étaient faits dans des revues cyclistes. Je parle là des années avant la Deuxième Guerre mondiale, hein. Et ces comptes rendus étaient destinés à mettre en valeur les personnes qui avaient fait ces diagonales et qui recherchaient avant tout de faire un temps. Il n'y avait pas de délai, mais on cherchait à faire un temps. Donc, la nécessité de contrôler la validité de l'exploit, entre guillemets, a mené à imposer au départ et à l'arrivée que ce soit les commissariats ou à l'époque encore éventuellement les douanes, quand il y avait une douane proche comme à Strasbourg par exemple ou à Hendaye, qui fassent un contrôle officiel. Cette habitude, bon après les contrôles ont complètement disparu, les vrais contrôles, hein, au sens contrôle secret, mais le commissariat, l'idée du commissariat a perduré et miraculeusement, malgré tous les changements qu'il y a eu dans les commissariats, ils ont plein de boulot. On le sait, hein, avec l'actualité, ils ont d'autres choses à faire que le tamponner des crânes diagonalistes. Ils ont continué à le faire, gracieusement et souvent avec le sourire. Enfin, la plupart du temps avec le sourire, même si de temps en temps il y a un petit couac. Alors, faut pas s'affoler, on y va. En général, il y a quelqu'un de la maison qui sait de quoi il s'agit et qui dit que oui, oui, c'est bon, faites-lui, employez-lui son carnet. Si vraiment on ne veut pas vous ouvrir ou pas le faire, c'est pas très grave non plus. Vous pouvez à ce moment-là faire une photo de votre vélo et de vous-même, éventuellement devant le commissariat, ce sera accepté aussi. Mais c'est très rare, hein, c'est la plupart du temps jamais nécessaire. Alors effectivement, je ne l'ai pas dit avant, mais pour aller au commissariat, on a un carnet qui nous est envoyé dans lequel on met le tampon d'arrivée. Donc après l'inscription, une fois que l'inscription a été validée par les délégués, donc vous avez téléchargé votre feuille de route, facultativement votre trace, que vous avez payé ces petits 8 euros, on vous envoie par courrier postal un carnet de route et une plaque de cadre. Cette plaque de cadre qui est obligatoire doit être mise quelque part sur le vélo, sur une sacoche, sur le cadre lui-même. Et cette plaque de cadre comprend l'intitulé et les diagonales. Donc, par exemple, Perpignan, Dunkerque. Ça aussi, c'est un reliquat d'un peu des anciens temps, mais ça fait partie du folklore, un peu des diagonales. Mais c'est quelque chose qui est très sympa parce que les gens que vous rencontrez dans la rue, etc., voient cette plaque de cadre. Alors, il peut y avoir d'anciens diagonalistes qui viennent se manifester. Tiens, tu fais une diagonale, etc., laquelle? Parfois des gens âgés, etc., qui sont contents de discuter un peu, ou des cyclistes qui connaissent ces diagonales, mais également des gens de tout venant. Ah, vous faites Perpignan-Dunkerque, combien de jours? 12 jours, 10 jours, combien de semaines? Et quand vous leur expliquez, voilà, ce que vous faites, ils sont admiratifs ou ils sont parfois incrédules aussi. Dans les endroits où on s'arrête, souvent des bistrots, ça donne souvent lieu à des conversations assez amusantes, quoi. Et ça change un peu, surtout quand on est un diagonaliste solitaire, ça change un petit peu du train-train de la Beauce, quoi, par exemple. Voilà. Donc j'arrive au commissariat, j'ai mon Ouais. tampon et là je pars. Là, on part. On n'oublie pas de faire un petit SMS aux délégués, à l'arrivée d'ailleurs aussi, hein. Donc on fait un petit SMS lorsqu'on arrive. Aux délégués, alors il y a deux délégués qui se partagent les 6 points, les 6 sommets de l'Hexagone. Il y en a un qui s'occupe des délégués des départs du sud et l'autre qui s'occupe des départs du nord. Donc on a son petit délégué personnel auquel on envoie donc un SMS. Alors, ce SMS, c'est également un reliquat enfin, c'est pour montrer que la diagonale est effectivement partie. Et c'est également un reliquat d'autrefois, puisque autrefois, en plus du carnet de la plaque de carte, on recevait 2 cartes postales, une carte postale départ et une carte postale arrivée qu'il fallait envoyer au délégué, à franchir soi-même, et envoyer au délégué dans un rayon de 50 km pour le départ après le départ et de 50 km pour l'arrivée avant l'arrivée. Donc ça donnait lieu à des chasses aux boîtes aux lettres, parfois en pleine nuit. C'était également, ça fait partie du folklore aussi. Et là je pars pour 120 km au maximum, c'est ça? Les contrôles sont, enfin les endroits où on se contrôle sont à prévoir au maximum tous les 120 km, mais rien n'empêche d'en faire au moins 80, 100, etc. Donc ne jamais faire une tranche de 120 km sans un point de contrôle signalé sur sa feuille de route. Et comment je me Voilà. contrôle? Alors, le règlement prévoit plusieurs modes de contrôle. Il est écrit que de préférence, il vaut mieux mettre un tampon, un cachet de la commerçant
il y a de la poste, gendarmerie, enfin n'importe quelle une mairie, hein, office du tourisme, etc., sur le carnet de route. Et personnellement, je pense que si le carnet de route est là, c'est aussi bien de l'utiliser. Ça laisse aussi des souvenirs d'avoir bar tabac, PMU, etc. C'est sympa. Sinon, par exemple, de nuit, lorsqu'on est dans un bled où il y a plus, il y a rien qui est ouvert, etc. Une photo du vélo sous le du vélo et éventuellement des équipiers si c'est possible, par selfie ou si on est plusieurs. Donc sous le panneau ou d'entrée ou de sortie de la localité, ou éventuellement une facturette d'un commerce également. Bon, ça m'est arrivé à ma dernière diagonale, par exemple, c'était pourtant un bar, en général, ils ont un tampon, mais là, le patron m'a dit que son tampon était à l'étage et qu'il allait donc le chercher, je voulais pas le déranger. Et puis, je lui ai dit, donnez-moi juste la facturette de la carte bleue, quoi, voilà, hein, parce que je paye en carte. Et je l'ai mis dans le carnet, quoi. Voilà, une facturette alors, ou un retrait bancaire, enfin, quelque chose qui donne une heure, qui prouve une heure de passage et un lieu. Ou alors, méthode extrêmement désuète parce qu'elle n'a plus aucune valeur, qui, curieusement a été conservée dans le dernier règlement, l'envoi à soi-même d'une carte postale sur laquelle on met l'heure et le lieu du passage. Cette carte postale n'a plus aucune valeur puisqu'actuellement sur les affranchissements ne figure plus du tout le lieu où ça s'est passé. Alors j'ai fait 2 contrôles comme ça pour rigoler de manière diagonale aussi. Mais je pense que cette méthode-là pourrait être supprimée. Donc là, je continue ma diagonale en espérant que ça se passe au mieux dans le respect de ma feuille de route. J'arrive à son terme dans le cadre horaire. Quand on dit dans le cadre horaire, c'est que 78 heures, on avait dit pour Strasbourg-Perpignan, c'est Oui. 78 heures. Si j'arrive à 78 heures et 15 minutes, ma diagonale est loupée, c'est ça? Alors, les délégués ont tout le loisir d'homologuer ou pas s'il y a un petit retard. Alors, par exemple, il est déjà arrivé que des diagonalistes se fassent renverser parce que quand on arrive, on peut être un peu fatigué, ne plus être trop attentif et donc tomber ou se faire avoir un petit accident, pas forcément très grave, mais qui empêche de faire les 5-10 derniers kilomètres. Les délégués disaient toujours que lorsqu'on a franchi le panneau, c'est comme si on était arrivé. Voilà. Hein, si on a une crevaison au dernier moment, etc., c'est comme si on était arrivé. Mais bon, c'est à la discrétion des délégués, donc il ne faut pas prendre de risque. Il vaut mieux arriver 5 minutes avant que 5 minutes après. Donc en tout cas, le délai, il faut le respecter, ne serait-ce que pour soi-même, par le plaisir de l'avoir fait dans le délai et pas d'avoir obtenu une dérogation, c'est mieux. Un fort vent de face, de la pluie, de l'orage, ce n'est pas un motif de retard, hein. Ah, c'est pas un motif de retard, ça complique la diagonale, mais ça ne justifie pas d'un allongement du délai. Donc j'arrive au commissariat, deuxième tampon où là ils mettent le jour et l'heure, Oui. ce qui permet d'affirmer le respect du délai ou non. Alors, ce qui est important quand on arrive au commissariat, de vérifier toujours ce qu'a mis l'agent. Parce que personnellement, il y a d'autres, c'est arrivé aussi. Peuvent se tromper d'un jour, ils peuvent se tromper d'une heure, de l'heure, ils oublient la signature. Bon, c'est un peu dommage, quoi. Ou parfois, ici, ils oublient le cachet, quoi. Vérifier rapidement, il est temps de rentrer dans le commissariat et de demander une rectification. Ça peut arriver, hein. Ils sont fatigués aussi, surtout aux heures où on passe chez eux, souvent. Donc, une fois qu'on a son carnet, on le referme, on rentre chez soi, on récupère, on fait un tirage des photos éventuellement qu'on a fait des contrôles enfin, des pointages par photo. On colle ces petites facturettes s'il y en a, etc. On récupère les cartes postales qu'on a éventuellement envoyées dans sa boîte aux lettres et on valide ainsi tous les contrôles et on renvoie ça à son délégué fédéral de référence quoi, dans un délai d'un mois. Et on a ensuite, donc ça on l'envoie le plus rapidement possible par voie postale. Parallèlement, on rédige un compte-rendu de sa diagonale. Ça, c'est aussi une spécificité historique des diagonales.
beaucoup de gens se demandent mais pourquoi ils nous emmerdent avec un compte rendu une fois qu'il est fini. Bon, moi j'ai communiqué sur les réseaux avec tous mes potes, tout le monde sait ce que j'ai fait, on m'a suivi sur tous les 10 kilomètres, on savait où j'étais. Pourquoi faire encore un compte rendu? C'est vrai, mais ça laisse une trace d'une part, ça laisse une trace écrite qu'ensuite on a plaisir à relire. Cette trace écrite, elle est susceptible de servir, votre expérience peut servir à d'autres diagonalistes via une publication dans le Petit Diagonaliste, la revue L'Amicale des diagonalistes, qui est entièrement consacrée aux diagonales, ce qui va autour, et en particulier à des comptes rendus, des anecdotes sympathiques, etc. Et puis ça fait partie des obligations. Vous pouvez faire au pire, vous pouvez faire une dizaine de lignes, dire rapidement, voilà, tout s'est bien passé. Le deuxième jour, j'ai eu de la pluie. Le troisième jour, j'ai eu du beau temps. Et le quatrième jour, je me suis éclaté. Et puis voilà, et puis ça s'arrête là, quoi. Mais bon, en général, les diagonalistes se prêtent au jeu. Alors, il faut un compte rendu par équipe. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui ait envie de le faire lorsque l'équipe est dans une équipe de quatre, pour que ça suffise, en fait, quoi, hein. Quand on est seul, finalement, on a plus envie de le faire et on peut même le préparer pendant le voyage. On peut prendre quelques petites notes. En relisant le carnet, on dit, tiens, à cet endroit-là, ah oui, c'est là que j'ai contrôlé, c'est à ce bar, c'est là que le monsieur est venu me demander ce que je faisais, etc. Et ça, les choses reviennent aussi. Donc, ça fait, le compte-rendu permet à la fois de cadrer un peu ses souvenirs, mais de les pérenniser aussi. Tu as fait 37 diagonales, Alain, hein, c'est ça. Ouais. Euh, Tu penses à deux anecdotes, une anecdote parmi toutes Bon, tes diagonales? il y en a des tas. Dans une diagonale, il faut jamais désespérer. Par exemple, en 2007, j'avais voulu faire Strasbourg-Brest en passant par Paris. Et à partir de Paris, je prenais l'itinéraire de Paris-Brest pour le reconnaître, quoi. Et je m'étais dit, s'il y a trop de vent contraire, etc., j'insisterai pas, c'est pas la peine de me cramer, c'était en juillet. C'est pas la peine de me cramer pour Paris-Brest avant. Et puis, effectivement, en Champagne, j'ai eu un vent fort, assez soutenu. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter et puis je vais me trouver une chambre d'hôte, ce que j'ai fait. Où je me suis prélassé. J'étais assez tôt dans l'après-midi, hein, je me suis arrêté avant la fin prévue de l'étape, quand j'avais pas voulu réserver, etc. Donc, j'ai vu une chambre d'hôte, je sais pas, j'avais avoir fait 200 kilomètres, un truc comme ça, quoi. Je me suis arrêté, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, et puis le lendemain matin, il n'y avait plus de vent. Beau soleil, plus de vent, je me dis, tiens, mais pourquoi je continuerai pas? J'avais 10 heures de retard sur ma feuille de route, quoi, hein. Et puis, il faut pas se prendre la tête. Tant qu'il y a du délai, tant que mathématiquement c'est faisable, il faut continuer, quoi. Il y a toujours, il y a toujours possibilité de rebondir, etc. Donc voilà une anecdote. Une autre anecdote du même genre m'est arrivée avec ma femme quand j'ai fait Hendaye-Menton en tandem. À un moment donné, on s'est arrêté parce que on était fatigué. On s'est mis à l'hôtel et puis le lendemain matin, il faisait beau. On a fait 500 kilomètres d'un coup et on est arrivé à Menton en dormant qu'une demi-heure, c'est-à-dire on a réussi à arriver à l'endroit où on aurait dû dormir, qui était Aix-en-Provence. On aurait dû dormir là. On est arrivé au moment où on devait repartir, donc tout va bien, quoi. On a dormi juste une demi-heure et on est reparti. Et puis on a fini à diagonale, je dirais pas largement dans les délais, mais largement pour nous, c'est-à-dire avec 1 heure et demie d'avance. En général, j'ai fini mes diagonales entre 1 et 2 heures d'avance. Je prends vraiment tout mon délai pour en profiter au maximum. Ok, donc ça c'est important, permet de garder trace, parce que c'est une aventure quand même particulière, une diagonale, et dans 10 ans après, on peut se remémorer en relisant ce récit, Ah etc. oui, C'est oui, important non, de mais le faire. c'est très important, hein. Et puis, quand on relit, moi, j'ai relu récemment une diagonale, il y a pas, que j'ai pas faite il y a si longtemps, mais en 2015. Et puis, comme j'ai fait, cette année, j'ai fait Perpignan-Brest, j'ai relu Brest-Perpignan pour voir un petit peu en 2015, qui était j'ai retrouvé tout de suite les sensations du moment. Je me retrouvais presque sur mon vélo au moment où j'écrivais, au moment des fêtes que je relatais, quoi. C'est incroyable le pouvoir des choses écrites sur la mémoire, quoi. Très important. Enfin, on le regrette pas d'avoir fait ce compte rendu. Bon, moi j'aime bien écrire, hein. Il y en a qui aiment moins, mais
on ne le regrette pas. Alors, j'envoie mon récit avec ma feuille de route et après, j'ai quoi? On envoie son récit, le carnet, une fois que le récit est envoyé, toutes les conditions sont remplies au niveau du règlement pour être homologué et on reçoit effectivement une confirmation de l'homologation par le délégué. Donc, voilà, hein, donc tous les pointages ont été remplis, le compte-rendu est OK et donc on est homologué avec un numéro d'homologation qui n'est pas le même que le numéro d'inscription. Et ensuite, on fait partie enfin, si c'est la première, on entre dans le monde des diagonalistes. Voilà. Alors, comment on récupère ensuite son carnet de route, qui est évidemment un merveilleux souvenir, et la plaque de cadre, j'en ai pas parlé, mais la plaque de cadre, on peut évidemment la jeter à la poubelle en rentrant, mais c'est un peu dommage, hein, on la garde. Et donc, on glisse sa plaque de cadre dans le carnet de route et puis on le met quelque part si on veut le conserver comme souvenir. On peut aussi acheter je crois, des petits Les trucs autocollants? métalliques ouais, je sais pas comment c'est actuellement. Voilà. Donc, qui permettent de faire également confectionner peu à peu un souvenir, quoi. Et alors ce carnet de route, on peut le recevoir de deux manières. Soit on le reçoit on le reçoit de toute façon pas tout de suite. Tous les carnets de route sont remis en fin de saison, en général vers le mois de novembre. Soit à l'occasion d'une réunion régionale de l'Amicale des diagonalistes. Il y en a une dans le Grand Est, il y en a une dans le Nord, etc., à laquelle on est invité à participer. Alors, c'est un repas convivial avec une petite réunion qui précède ou qui suit, et où tous les participants diagonalistes présents se voient remettre leur carnet de route de diagonale ou d'euro-diagonale. L'euro-diagonale, c'est une randonnée de l'amicale des diagonalistes, hein, dont je ne parle pas ici. Et donc, ça permet de raconter un peu ses diagonales, ses anecdotes, d'en discuter avec les copains, de se faire des copains, des copines, etc., de voir d'autres diagonalistes si on n'en connaissait pas. Si malheureusement on ne peut pas participer à une telle réunion, parce que c'est trop loin, parce on est pris ce jour-là, à ce moment-là, on recevra son carnet par la route. Mais je conseille vivement aux diagonalistes qui n'ont jamais été à une telle réunion d'y aller, et puis vous verrez que vous aurez envie d'y retourner, voire même d'en organiser une vous-même près de chez vous. Tu peux situer le nombre de diagonales faites annuellement, à peu près, hein, une fourchette? Alors, la fourchette, c'est entre 120 et 200. L'année dernière, c'était plutôt le chiffre bas parce que c'est l'année Paris-Brest. Donc, quand il y a l'année Paris-Brest, il y a un peu moins de diagonales parce que il y a tous les brevets qualificatifs à faire. Donc, ça prend déjà pas mal de temps à beaucoup de gens. Et donc, souvent, ils font l'impasse sur les diagonales. D'autres se servent des diagonales comme entraînement pour Paris-Brest aussi, condition de la faire assez tôt. Ça peut remplacer un 1000, par exemple, hein. Et puis, hein, donc c'est à peu près ce nombre de diagonales avec un nombre peut-être encore inférieur un petit peu de diagonalistes, puisqu'il y en a qui font plusieurs diagonales dans l'année. Je suis seul, j'ai envie de faire une diagonale, je ne connais pas de diagonaliste. Je peux prendre attache avec un diagonaliste, trouver un mail et prendre conseil auprès de quelqu'un? Alors déjà, sur le site d'inscription, je n'en ai pas parlé, il est signalé qu'on peut demander tout renseignement, toute information que l'on souhaite au délégué, dont l'adresse et les coordonnées, le mail en particulier, sont indiqués. Donc eux sont déjà bien placés pour donner des conseils, éventuellement envoyer quelques documents, voilà, ou donner des indications sur des sites qu'on peut consulter. Alors, sur ce podcast, certains sites ont déjà été signalés, hein, et je profite pour resignaler le site de GG Le Diagonaliste, qui est fantastique par son enthousiasme, hein. Ça donne vraiment envie de faire une diagonale et ça montre bien l'esprit que, à mon avis, doit avoir un diagonaliste, c'est-à-dire l'enthousiasme, l'envie de la faire, comme on a envie de la faire, enfin, comme on se sent capable de la faire. La première, on peut mieux être un peu modeste puisqu'on ne sait pas trop où on va, mais après, on peut s'éclater et faire ce qu'on veut. Des sites comme ça. Il y a aussi un site dit officiel qui actuellement est un petit peu boiteux. Donc, il y a beaucoup de renseignements, mais le site ne fonctionne pas toujours. Donc, c'est le site
euh, qui est entretenu par Jean-Philippe Battu. Voilà, il y a aussi un, un Facebook des diagonales qu'on peut rejoindre et qui est une grande partie publique, donc sur laquelle les diagonalistes peuvent s'exprimer en live également, hein. Donc ça permet aussi de suivre les diagonalistes pendant leur diagonale, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc voilà ce qui est officiel. Après, chacun peut avoir son propre petit blog, son propre réseau, mais il faut aussi qu'il donne les informations. Donc quelqu'un qui, effectivement, ne connaît pas ce milieu-là et qui ne connaît pas les diagonalistes, ben, le mieux, c'est qu'il se lance avec les renseignements qu'il pourra trouver sur le net, quoi. Le vrai nom, c'est Diagonale de France, c'est ça? Oui, diagonale, diagonale. Diagonale, ok? Et Diagonale. Parce c'est qu'au un... au début, c'était de France, enfin, c'est l'amicale des diagonalistes de France, mais les Belges ne sont pas contents quand on dit ça. Et il y a beaucoup de Belges qui font des diagonales de France. Donc, la marque déposée, car diagonale est une marque déposée, c'est diagonale. Diagonaliste, ce mot-là n'existe pas, ça a été créé par les diagonales. Ben, le diagonaliste, c'est quelqu'un qui fait des diagonales. Le sariste, c'est quelqu'un qui est membre du SAR, service d'accompagnement routier. Donc, c'est également un néologisme, évidemment, hein. Voilà. Après, il y a les eurodiagonales qui sont en fait une émanation des diagonales, mais au niveau européen. Donc, ils prolongent les diagonales, par exemple Strasbourg, Budapest, etc. Donc, là, tous les renseignements, vous pouvez trouver tous les renseignements que vous voudrez sur les eurodiagonales, qu'on peut d'ailleurs faire sans avoir fait de diagonale, hein. Faire une eurodiagonale, ça peut également être un pied d'entrée dans les diagonales, puisque le principe est exactement le même. Les journées étant simplement, au lieu d'être des journées moyennes de 280 km, c'est des journées de 170 km en moyenne. Beaucoup plus accessible. Il y en a qui commencent par les eurodiagonales, beaucoup finissent aussi par les eurodiagonales quand ils n'ont plus la forme ou l'envie de faire des diagonales. Donc une diagonale, en fait, ça peut paraître compliqué, feuille de route, commissariat, dès lors qu'on s'y prend en amont, ça se fait, on s'inscrit sans aucune difficulté à une diagonale. Ben, ça se fait pas sans aucune difficulté, mais je pense que bon, moi, j'ai lu c'est un moment beaucoup de comptes rendus parce que je m'occupais un petit peu de les taper, etc. C'est pas moi qui les sélectionnais, mais je les tapais pour le petit diagonaliste. À une époque où le traitement de texte n'était pas encore trop répandu. Et je voyais souvent revenir le mot galère, l'enfer, etc. Bon, finalement, pour des moments ponctuels, des moments où on se trouve en pleine nuit avec une crevaison, effectivement, c'est pas agréable. C'est des moments ponctuels, mais une fois qu'ils ont été passés, donnent des souvenirs ineffaçables, quoi. Donc, c'est ça que Diagonalise va vous raconter, quoi. C'est des moments de sa crevaison en pleine nuit dans le Larzac. Donc, la galère, c'est vrai qu'il y a des moments où ils sont plus difficiles que d'autres, au moment où on a faim et où on n'est pas encore arrivé, au moment où on a sommeil, etc., au moment où on a froid, ça peut arriver aussi. Mais déjà, on peut essayer, avant la diagonale, de minimiser au plus possible ce genre de risque, comme le disent beaucoup de diagonalistes chevronnés. Et au moment où ça arrive, ben, se dire, ben, on va essayer de passer, hein, et puis voilà. Et puis jamais désespérer. Si on a les doigts gourds et qu'il nous faut 1 heure pour réparer une crevaison, et qu'il y a une deuxième crevaison derrière, etc., ben, ma foi, il faut se dire que le délai est encore long et que quitte à rogner un petit peu sur le sommeil, on va y arriver. C'est ce qui se passe en général. C'est la volonté qui finit par par être la clé du succès, quoi. Quel conseil tu pourrais donner par ton expérience, par les lectures de tous les récits que tu as pu lire, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans sa première diagonale? C'est de rechercher le plaisir avant tout. C'est-à-dire se dire c'est une randonnée qui doit me donner du plaisir, comme si je faisais si je faisais un voyage itinérant, j'aurais envie de passer par tel et tel endroit parce que ça me fait plaisir. Là, c'est une diagonale, donc il y a il y a l'attrait de la performance, enfin pas de la performance, mais du défi de réussir un trajet, une randonnée en un temps donné. Donc ça donne un piment.
ce piment, on accepte de le prendre avec toutes ses conséquences, mais c'est quelque chose qui doit être fait, doit être envisagé avec enthousiasme. C'est ce que je disais au début de l'entretien, il faut vivre sa diagonale déjà avant de essayer de la dépenser, pas d'y rêver tous les jours, mais dire comment ça va se passer quand je serai au deuxième jour à tel endroit, parce que je sais qu'au deuxième jour, je trouverai à tel endroit, et que peut-être il y aura un vent contraire, ou alors que c'est la bourse, je vais me emmerder un petit peu, quoi, etc. Et peut-être se dire à ce moment-là, je me réciterai tel et tel truc, je me mettrai, il y en a qui parfois qui mettent de la musique, qui se mettent un peu de musique. Voilà, faut penser à tout ça et se dire, je vais passer 3 ou 4 jours fantastiques dont je vais garder le souvenir toute ma vie après. Et c'est une réalité, hein. Oh, je précise que tu n'as rien contre la Beauce, hein. J'adore la Beauce. J'adore la Beauce. C'est tout plat, c'est tout jaune en été et tout vert au printemps. Non, non, c'est très bien. C'est le grenier à blé de la France. Faut quand même le dire, j'adore le pain. Donc, en tout cas, en gros, une diagonale, faut y aller, faut se Faut y lancer, aller. Faut y hein. aller, faut se lancer. Il y a un moment où il faut, même si il y en a qui se lancent discrètement, d'autres qui se lancent en disant, ça y est, les gars, je m'en vais. Vous pouvez me suivre sur tel et tel réseau. Hein, et puis, suivez ma trace sur Strava, vous saurez exactement où je suis. Il y en a qui sont motivés par ça, et d'autres qui sont motivés par le, le petit voyage intérieur que ça permet de faire, et d'autres qui sont motivés par le fait de partir avec des potes. Faut trouver sa motivation et son plaisir, et y aller. Et après, s'il y a un échec, souvent il y a une raison identifiable, et cette raison, elle sera corrigée la fois d'après. C'est pas très grave. Faut pas non plus en faire un monde si on est obligé d'abandonner. Il faut pas non plus aller au bout de ses limites pour arriver à la galère. Faut pas connaître la galère. C'est d'éviter ça. C'est important de le signaler. C'est-à-dire que des fois, il faut mettre son ego de côté et s'arrêter avant d'aller trop loin, c'est ça? Hein, il faut s'arrêter avant d'aller trop loin. Il faut s'arrêter dès qu'on éprouve des plaisirs, qu'on sait qu'on va pas y arriver. On va probablement pas. Enfin, tant qu'on peut y arriver, tant qu'on pense qu'on peut y arriver, faut y aller. Mais si c'est trop dur, par exemple, on peut être sous une pluie battante, être complètement trempé, avoir très froid. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter, quoi. Il faut pas se dire, ah bah ça ira peut-être mieux demain, ça n'ira pas. On va passer un certain temps très désagréable qu'il faut éviter parce que ça va écœurer, quoi, hein. Il faut éviter l'écœurement aussi. Donc, il faut aller quand même au bout de soi, mais s'arrêter avant d'aller trop loin. L'équilibre est difficile, hein. Voilà, et ça me fait revenir encore un point que je n'ai pas dit, c'est que lorsqu'on a chargé sa feuille de route au moment de l'inscription, l'heure la date et l'heure de départ ne peuvent plus être modifiées. Donc, quel que soit le temps, la météo. Alors, en réalité, si on voit que la météo est vraiment effroyable ou si on a, par exemple, un problème de train pour accéder, on peut à ce moment-là le signaler au délégué qui accepte à ce moment-là de différer, qu'on parte un jour plus tard ou 2 jours plus tard. Mais ça doit être exceptionnel. Voilà. C'est une possibilité pour éviter vraiment de partir en sachant qu'on va avoir 4 jours de vent hyper contraire, alors qu'on pourrait l'éviter. Mhm. Penses-tu encore à autre chose sur ce mode d'emploi de la diagonale? Non, je vois pas. J'ai parlé du SAR. Oui, donc je précise quand même que le site d'inscription, il y a quelques petits bugs auxquels il ne faut pas faire attention. Donc, il est signalé que l'inscription est faite et il faut avoir 21 ans pour s'inscrire à une diagonale, c'est faux, c'est évidemment 18 ans, c'est marqué dans le règlement. On vous demande donc si vous voulez participer à une rencontre SARIST, si vous mettez oui, à ce moment-là, vous signalez votre numéro de téléphone. Si vous mettez non, à ce moment-là, votre numéro de téléphone que vous avez indiqué à l'inscription ne sera pas communiqué de toute façon au SARIST et aucun SARIST ne viendra vous voir. La feuille de route ne sortira pas des tiroirs du délégué, hein. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait légitimement dire que vous voulez faire votre diagonale sans être visité, sans être rencontré, de la faire seul. C'est tout à fait légitime ce que j'ai à dire. Moi, je suis sariste, donc j'aime bien rencontrer des diagonalistes quand je le peux. Tu as des projets cette année?
Moi, j'ai déjà fait une diagonale en avril et puis ça suffira pour cette année, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Alain, pour ce mode d'emploi des diagonales. Ton retour sera assurément utile à tous ceux qui souhaitent se lancer dans leur première diagonale, voire pourquoi pas ceux qui ont déjà fait des diagonales et qui ont découvert également d'autres éléments. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel arobase gmail.com si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Merci Alain, au revoir. Merci, Marc. À la prochaine.